두 번째 게임에 오신 여러분을 환영합니다. Tous les jeux Squid Game sont des versions sombres et tordues d'un certain nombre de passe-temps classiques pour enfants, et chaque jeu a une signification plus profonde qu'il n'y paraît. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La saison 1 se termine avec le jeu Squid Game qui est expliqué dans la scène d'ouverture de la série, mais il existe de nombreux autres jeux innocents devenus mortels qui remplissent les épisodes intermédiaires. Notamment, 456 a survécu à tous les jeux afin de gagner une énorme somme d'argent. La saison 2 ramène certains des mêmes jeux, mais elle en introduit également de nouveaux. Et il y a une raison pour laquelle les jeux sont devenus un tel sujet de discussion. Dans la saison 1, une grande partie de la terreur transmise au public est la dissonance entre l'apparence et la sensation des jeux et ce qu'ils sont réellement. À l'image des couleurs rouges et vert vif des costumes de la série, chaque jeu évoque des sentiments de bonheur et d'enfance qui sont rapidement brisés par la sombre réalité de ce que les participants doivent faire. Le Jackie est le premier de tous les jeux. Avant le début des jeux, les joueurs sont d'abord testés par un recruteur de l'organisation. Un gars qui recherche les personnes profondément endettées et exploite leur désespoir en leur promettant une récompense pour avoir joué à un jeu simple. Dans la série, le jeu auquel 456 joue est le Jackie. Les origines du jeu proviennent d'un jeu coréen traditionnel similaire à bien des égards au jeu populaire des années 90, connu sous le nom de Pogs. Le but du jeu est que chaque joueur retourne l'enveloppe de son adversaire au sol en la frappant avec sa propre enveloppe. Dans la série, 456 joue contre le recruteur, il est clair qu'il est désavantagé car le recruteur a clairement beaucoup plus d'expérience. Mais il agit comme si lui et 456 étaient sur un même pied d'égalité. Le Jackie est sans doute le plus injuste de tous les jeux et cela se voit lors de son retour dans la saison 2. À bien des égards, cette dynamique reflète la corruption capitaliste critiquée par la série. En effet, à la base, Squid Game parle en réalité d'une société dans laquelle les pauvres n'ont aucun moyen de s'élever au même rang que les riches, mais où une illusion d'égalité se perpétue néanmoins. Une fois que 456 et les autres participants arrivent sur l'île, ils commencent les jeux avec peut-être le plus brutal de tous, 1, 2, 3 Soleil. Les origines de ce jeu proviennent de notre enfance. 1, 2, 3 Soleil est connu sous de nombreux noms et en Corée, c'est imprononçable pour moi. Le nom coréen est également la chanson chantée par la poupée tueuse effrayante. Symboliquement, ce jeu a beaucoup de sens en tant que premier jeu car il montre aux concurrents d'une manière vraiment traumatisante que s'ils bougent ne serait-ce qu'un petit peu, ils mourront. Cela renforce le thème du contrôle qui imprègne le jeu et c'est un jeu incroyablement parfait pour réduire le nombre de participants puisque plus de la moitié des joueurs sont tués avant la fin du premier tour. Le jeu est peut-être aussi le plus mémorable et le plus influent de tous les jeux. Bien sûr, il fait un retour dans la deuxième saison, mais peut-être de manière moins choquante puisque le public sait déjà à quoi s'attendre. Le deuxième jeu dans l'ordre voit les concurrents participer à une compétition impliquant des friandises, également appelées dalgona. Les douceurs au caramel étaient autrefois une friandise de rue coréen populaire. Les origines proviennent d'un accord impliquant les popgi. Traditionnellement, si la personne qui achète le dalgona parvient à manger autour de la forme au milieu sans la casser, elle recevra un deuxième bonbon gratuit. C'est le défi lancé aux joueurs, mais la récompense du défi réussi est la survie et la punition en cas d'échec est la mort. La délicatesse terrifiante et la fragilité du jeu reflètent bien l'état d'esprit des joueurs à l'époque, après avoir vu tant de personnes se faire tuer lors du premier jeu. Tout comme les bonbons, ils sont délicatement suspendus dans la balance, la moindre erreur signifiant leur mort. Au troisième tour, les participants sont en équipe dans le tir à la corde. Les origines de ce jeu revêtent une profonde signification culturelle en Corée, où des variantes du tir à la corde sont jouées dans les festivals et les célébrations communautaires depuis de nombreuses années, en particulier dans les zones agricoles. Appelés Juldarigi, en Corée, les jeux de tir à la corde sont souvent joués entre les côtés est et ouest des villages, les vainqueurs étant censés gagner une récolte supérieure cette saison-là. Les gagnants de ce jeu gagnent évidemment une autre sorte de chance. Thématiquement, le tir à la corde est spécial, faisant s'affronter les joueurs entre eux plutôt qu'entre les joueurs et l'organisation. Ce changement met en place le factionnalisme et les coups dans le dos qui imprègnent les derniers épisodes de la série. En effet, après chacun des jeux, la morale même et les émotions internes des joueurs sont dans un bras de fer de plus en plus imprévisible. Hey old man, wanna do this together? Le quatrième tour est constitué de billes que différents joueurs choisissent de jouer de différentes manières. Les concurrents s'affrontent par paire, comme 456 et le vieil homme, et l'un d'entre eux doit gagner toutes les billes de l'autre joueur avant l'expiration du temps imparti. Le concurrent sans billes à la fin de la partie meurt.
Les origines de ce jeu sont parmi les plus anciennes de l'histoire connue, remontant à des milliers d'années dans des civilisations anciennes comme l'Empire romain. Comme le montre l'épisode 6, les billes peuvent être jouées de manière différente. Ce jeu est principalement utilisé comme une opportunité pour ralentir le rythme effréné de l'action et donner aux relations entre les personnages une chance de vraiment se développer dans une situation de haute pression. Cela oblige également les joueurs restants à prendre part à la violence des jeux en choisissant eux-mêmes quels concurrents mourront et lesquels vivront, mais de manière tordue. C'était également le jeu le plus trompeur car les joueurs pensaient initialement qu'ils seraient jumelés avec et non contre leur partenaire choisi. Ce jeu crée les morts de personnages les plus déchirantes. 199 et 218 font équipe pour ce jeu par exemple. Lorsqu'on demande aux joueurs de choisir des partenaires, beaucoup d'entre eux choisissent quelqu'un en qui ils ont confiance et le jeu bouleverse leur attente. Un mari et une femme sont obligés de s'affronter lors de ce jeu, l'un d'eux perdant la vie à cause du jeu et l'autre se suicidant par la suite. Before we begin, please make your way down the steps and choose one of the mannequins. Le seul jeu de la saison 1 qui n'a pas explicitement d'origine réelle est le 5e qui voit les concurrents se frayer un chemin à travers un chemin dangereux de plateforme en verre imprévisible et dangereuse. Pourtant ce jeu s'inspire de la Marelle et d'autres jeux de sauce similaires et ses origines remontent à des siècles à l'Inde et à la Rome antique. Dans la série, le jeu est utilisé pour représenter à quel point la compétition est truquée contre les joueurs, car l'organisateur éteint rapidement les lumières lorsqu'il voit un concurrent qui peut faire la différence entre le verre trempé et non trempé. Contrairement à tous les autres jeux, ce jeu est notamment différent car il est conçu comme un jeu télévisé à part entière et à gros budget. Cependant, cela a le même objectif de provoquer l'horreur à travers des éléments familiers de l'enfance alors que le public et les joueurs regardaient des jeux télévisés en grandissant. De plus, le spectacle de l'avant-dernier jeu à mort sert de teaser à l'événement final. Le niveau particulier du jeu encourage également quelque chose qui se produit entre les parties. Les joueurs s'entretuent. Bien que les joueurs puissent tomber à cause des éclats de verre, certains joueurs choisissent de tomber de la plateforme et certains en entraînent d'autres avec eux. La série tire son titre du dernier jeu Squid Game, dans lequel 456 et 218 se battent pour le prix ultime. Les origines du jeu sont similaires à celles du tag, mais avec des règles plus compliquées. Il y a deux équipes, l'offensive qui doit finalement atteindre un espace spécifié au bout du terrain de jeu, et la défense dont le travail est d'empêcher que cela ne se produise. Le jeu était très populaire en Corée dans les années 70 et 80, lorsque la plupart des principaux personnages étaient des enfants. Le créateur de Squid Game a déclaré dans des interviews qu'il avait choisi ce jeu comme défi final et titre de la série en raison de sa violence inhérente. Comme l'a expliqué l'organisateur, cela représentait le mieux les aspects de la société moderne sur lesquels il souhaite se concentrer. En effet, c'est la principale différence entre l'événement final et le reste des jeux, dont aucun n'est aussi intrinsèquement physiquement conflictuel que celui-ci. 선물은 하나. 빵과 복권. 둘 중 하나만 선택하실 수 있습니다. Pain et jeu de hasard fait ses débuts dans le premier épisode de la deuxième saison. Bien qu'il n'y ait pas d'analogue exact dans le monde réel, cela ressemble beaucoup à des jeux de hasard proposés par de riches bienfaiteurs aux habitants des zones à faible revenu. Le recruteur achète 100 billets de loterie et 100 pains et les propose à des personnes sans abri dans la rue. Étant donné la façon dont les jeux sont généralement structurés, il est probable que le recruteur sache quel quartier ou quelle personne cibler. Ici, le point avancé par le recruteur semble être que les gens devraient accepter la valeur sûre du pain au lieu de parier sur le potentiel gain d'un billet de loterie. Lorsque les gens choisissent un billet de loterie et le grattent dans l'espoir d'obtenir un prix, mais ne gagnent rien, ils se rendent compte qu'ils auraient pu avoir le pain là juste devant eux. Puis le recruteur détruit les pains, ce qui est un jeu de prise de conscience relativement cruel. La traduction française de Jokenpo est Pierre-Feuille-Ciseaux. Il s'agit d'un jeu utilisé dans le monde entier, bien qu'il soit connu sous de nombreux autres noms et qu'il ait des origines anciennes. La première mention enregistrée du jeu date de la dynastie Han en Chine, selon l'écrivain chinois Xizhaozé. Depuis la Chine, le jeu a fait son chemin vers le Japon avant de se répandre dans le reste du monde. Le jeu est généralement utilisé par deux personnes pour prendre une décision. Les deux joueurs forment un point, bougeant leurs mains de manière synchronisée avant de révéler leur choix entre l'un des trois objets avec soit la pierre, la feuille ou les ciseaux. Dans les cas où les joueurs choisissent le même objet, ils continuent à jouer jusqu'à ce que l'un d'eux gagne. Il est souvent joué pour les deux meilleurs sur trois. La série crée une variante mortelle du jeu dans la première de la saison 2 car le recruteur force deux personnes à jouer au jeu avec les deux mains pour déterminer lequel d'entre eux vivra. Le jeu ne fait pas partie des Squid Game mais est plutôt utilisé pour intimider et tuer les personnes qui suivent le recruteur.
Un grand changement pour la saison 2 est que la plupart des premiers jeux de la saison ne sont pas inspirés des jeux d'enfants. Ce jeu en particulier est déjà mortel sans même que Squid Game ait besoin d'y apporter sa propre touche. La roulette russe se joue traditionnellement avec un revolver. Une seule balle est chargée dans la chambre qui est ensuite tournée et les joueurs appuient à tour de rôle sur la gâchette, généralement en pointant l'arme sur leur tête. Les variantes de ce jeu mortel consistent plutôt à pointer le pistolet les uns sur les autres. 456 et le recruteur jouent au jeu et c'est le recruteur qui finit par perdre la vie alors que 456 parvient à revenir dans les jeux. Il n'y a pas de sens caché ici puisque le recruteur et 456 jouent le jeu directement. Le jeu montre en grande partie que les deux personnages ont l'intention d'être honorables et de suivre les règles du jeu. Il y a un débat sur les origines du jeu. Sa première utilisation écrite se trouve dans le roman de 1840 de l'écrivain russe Mikhail Lermontov. La rumeur veut que ce jeu meurtrier trouve son origine dans les prisons russes où les gardiens forçaient leurs prisonniers à y jouer. We'll see you again when we all pass the finish line. Victory! Hell yeah! Le pentathlon à 6 jambes n'est pas non plus un jeu d'enfant. Au lieu de cela, il trouve ses origines dans la Grèce antique dans le cadre des Jeux Olympiques. Il s'agit d'une course composée de 5 épreuves différentes, alors que le jeu traditionnel comprend le saut en longueur, le lancer de javelot, le lancer de disque, une course à pied et la lutte. La version Squid Game est très différente. Une fois que les joueurs ont dépassé le premier jeu, le pentathlon à 6 jambes remplace le dalgona de la première saison. Les équipes de 5 joueurs ont les jambes liées, elles doivent donc se déplacer ensemble vers chacun des 5 mini-jeux qui composent la version de leur course. Premièrement, les joueurs s'engagent dans leur propre version du Jackie, qu'ils connaissent probablement tous désormais. Le deuxième mini-jeu est la pierre volante qui consiste à utiliser une pierre pour en renverser une autre à environ 10 pieds de distance. C'est comme une version facile du tir sur cible que de nombreuses cultures différentes ont cultivé, que ce soit par le lancer de hache, le tir à l'arc ou autre chose. Le troisième jeu est ensuite Gongi, qui est la version coréenne des osselets, obligeant les joueurs à attraper des cailloux et tous finissent par atterrir sur la main du joueur pour assurer une victoire. L'histoire réelle du jeu est inconnue, mais tout comme Pierre-Feuille-Ciseaux, les cultures du monde entier ont leur propre version du jeu. Le quatrième jeu est la toupie. Le joueur responsable de cette partie du pentathlon doit enrouler une corde autour de la toupie et la relâcher au sol. Il gagne et passe à l'étape suivante si la toupie réussit. L'idée des toupies répandue dans de nombreuses cultures anciennes, les preuves de leur existence remontent à 5000 ans selon les archéologues. Le dernier jeu est Jegi, c'est un jeu coréen traditionnel comme le pilou. Dans le jeu, le but est de continuer à lancer le volant dans les airs en l'empêchant de toucher le sol. Dans les Squid Game, le dernier membre de l'équipe doit donner 5 coups de pied pour que l'équipe puisse terminer le pentathlon. Les équipes qui échouent sont tuées au lieu de passer à autre chose, ce qui donne lieu à une version beaucoup plus meurtrière des jeux. Comme la plupart des jeux de la saison 1, c'est le pentathlon qui rappelle plus l'enfance que les autres jeux de la saison. Cela ressemble beaucoup à une journée scolaire ou à des jeux auxquels les jeunes enfants auraient joué pendant la récréation. Même l'arc-en-ciel au sol rappelle les moments d'innocence sur les terrains de jeu. Le petit manège combine des éléments de jeu comme le cache-cache avec ceux d'un manège. Ses origines exactes sont cependant confuses puisqu'il combine des éléments de tant d'autres jeux. Il présente cependant la musique, les miroirs et les portes colorées d'une atmosphère de carnaval. Le jeu commence avec tous les joueurs sur une plateforme tournante au milieu de la pièce. Lorsque la plateforme s'arrête de bouger, un numéro est annoncé et les joueurs doivent s'enfermer derrière les portes au bord de la pièce par groupe de ce numéro particulier. Ceux qui sont attrapés devant les portes sont tués, ceux qui se trouvent dans les pièces qui ne correspondent pas au bon numéro sont tués. Il est très similaire au jeu des tuiles de verre de la première saison de la série, dans la mesure où il est plus fâché, plus dramatique que presque tous les autres tours. Cependant, il contient également des éléments du jeu de billes de la première saison. C'est le jeu dans lequel les personnages doivent prendre leurs plus grandes décisions en matière de trahison. Cela démontre que le désespoir l'emporte souvent sur l'humanité. En apparence, la raison pour laquelle Squid Game utilise des jeux d'enfants est relativement simple. Dans l'épisode 9, 456 pose un certain nombre de questions au vieil homme, mais la plus importante est de savoir pourquoi le créateur a créé les jeux de mort en premier lieu. Inspiré par les jeux auxquels il jouait lorsqu'il était enfant, Inam a lui-même créé les jeux pour divertir les méga riches. Il poursuit en disant que les riches et les pauvres ont en commun la souffrance en tant comme riche parce qu'il peut acheter tout ce qu'il veut et il trouve peu de joie dans sa vie. Par conséquent, les jeux sont destinés au divertissement nostalgique d'Inam et autres milliardaires. Cependant, sous la surface, le raisonnement derrière le recours aux jeux pour enfants est un peu plus compliqué mais non moins inquiétant. Il est clair que les ultra riches ne considèrent pas les plus pauvres comme des personnes en général. Ils ont donc choisi des jeux pour enfants devenus mortels pour se moquer des joueurs. De plus, cela attire les concurrents dans un faux sentiment de sécurité, comme le montre par exemple un 2-3 Soleil. Une autre raison est la sécurité de l'organisation et le fait que l'étrangeté des jeux fait qu'il est difficile de croire les évader. Lorsque les joueurs adoptent la troisième clause et quittent le jeu, l'une des raisons pour laquelle la police ne croit pas à leur histoire est précisément à cause de leur affirmation des jeux d'enfants. Les Squid Game finissent par être l'outil de manipulation ultime pour opposer les joueurs les uns contre les autres pour le divertissement des VIP, tout en affichant également le mépris des riches pour leurs jouets. L'épisode 9 est une sombre façon de terminer la série et elle renvoie 456 chez lui avec beaucoup d'argent qu'il n'est pas prêt à dépenser.
Travail incroyable du créateur pour une super série qu'on adore tous sur Netflix. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton jeu préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.